Chers auditeurs, bonsoir, vous êtes bien sur Méridien Zéro, l'émission francophone française et parisienne de Radio Bandiera Nera. Ce soir à la barre, le lieutenant Sturm, accompagné sur le vaisseau MZ par le sieur PGL. Bonsoir. Et à la technique, l'ineffable Lord Tesla, sans qui rien ne serait possible ce soir. Cette émission est consacrée au sexe dans tous ses états et nous avons le plaisir de recevoir pour en parler Guillaume Fay. Guillaume, bonsoir. Bonsoir. Qui publie aux éditions du Lore Sexe et dévoiement, ton dernier ouvrage que nous avons le plaisir d'avoir physiquement dans nos studios et qu'on a même lu. Enfin, et que voilà, le PGL a eu le temps d'éplucher soigneusement, moi un peu moins, mais dont nous allons parler et qui va servir de fil rouge pour l'émission de ce soir. Prioritairement à ça, mon cher PGL, une présentation, oui, je pense s'il en faut, mais il en faut quand même pour nos plus jeunes auditeurs, de Guillaume Fay. Voilà, exactement. Guillaume Fay, qui est un petit peu l'enfant terrible de la scène identitaire, qui est une figure historique de la nouvelle droite. En cela, avec la particularité qu'il était issu totalement de l'extérieur. Il n'était pas issu du Sérail qui a engendré la nouvelle droite, à savoir la Fédération des étudiants nationalistes et aussi le mouvement Europe Action pour la majorité d'entre eux. Donc lui est arrivé dans les années 70 et il s'est très vite singularisé par ses thèses, son style et surtout ses références qui faisaient énormément appel à des auteurs qui n'étaient pas forcément très lus à l'époque dans la mouvance de ce qui était à l'époque le GRES, le groupement de recherche et d'études pour la civilisation européenne des années 70, notamment les écoles, les sociologues de l'école de Francfort, des auteurs situationnistes. Donc il était intéressant de tirer les meilleurs enseignements pour les agréger aux travaux de la dite nouvelle droite qui a eu son heure de gloire médiatique en 1979. C'est un an après, Guillaume Fay a sorti un bouquin, un livre aux éditions Copernic, Le système a tué les peuples, qui, avec le recul, nous apparaît comme énormément visionnaire, parce qu'il anticipait déjà le règne de la forme capitale, pour reprendre un terme cher à Alain Benoît, la mondialisation, et surtout, aujourd'hui, le système capitaliste mondialisé qui nous écrase et qui a fait des siennes ces dernières années, comme nous pouvons le constater tous les jours. Dans le système a tué les peuples, qui est sorti aux éditions Copernic en 1981, je reprécise. Guillaume Fay avait été, dans les années 80, une des têtes de proue de la nouvelle droite avec Alain Benoît et Robert Stöckers, entre autres. Il avait signé des essais mémorables, notamment un nouveau discours à la nation européenne qui avait été préfacé en son temps par le gaulliste de gauche Michel Jaubert. D'autres ouvrages étaient sortis, on peut citer notamment La nouvelle société des consommations, Les nouveaux enjeux idéologiques, L'Occident comme déclin. Et à la fin des années 80, Guillaume Fay quitte pour plusieurs raisons sur lesquelles nous n'étendrons pas, donc le GRES, et au long des années 90, il entreprend une petite carrière de journaliste et d'agitateur médiatique, avant de revenir sur le front métapolitique en 1999, avec un essai qui va marquer en quelque sorte son temps, l'archéofuturisme. Un essai qui sera très discuté, notamment en Italie, où provoquera pas mal de débats. D'ailleurs, une traduction italienne sera publiée. Et à la suite de cet essai, Guillaume Fay, qui a eu en son temps, en cette époque, une activité débordante de conférencier dans toutes les grandes familles et les sensibilités de la mouvance au sens très large. On va sortir plusieurs livres qui vont aussi faire du bruit, notamment le fameux « La colonisation de l'Europe ». La colonisation de l'Europe, qui avait occasionné un procès mémorable, et qui avait marqué son temps, ce qui provoquait pas mal de débats. D'autres ouvrages ont suivi, un dictionnaire militant intitulé « Pourquoi nous combattons ?» qui a été réédité récemment par l'Ancre. D'autres intitulés « Avant-guerre, chronique de cataclysme annoncé », Le coup d'état mondial sur le nouvel impérialisme américain, La convergence des catastrophes sous pseudonyme, et puis l'avant-dernier qui a provoqué une certaine polémique et pas mal de remous dans la sphère identitaire, la nouvelle question juive, et c'est avec lequel pour être clair, nous ne sommes pas d'accord sur toutes les thèses, loin de là, il s'en faut. Ce n'est pas le lieu d'en discuter ce soir, mais aujourd'hui, tu nous reviens.
tu reviens donc sur la scène avec, en fin de compte, le développement de thèses que tu avais déjà un petit peu esquissées, notamment d'une petite brochure qui s'appelait Sexe idéologie, mais que tu avais abordé aussi dans l'achérofuturisme et la colonisation de l'Europe, donc montrer que la question sexuelle, avec toutes les thématiques connexes, liées à la famille, à la fécondité, au maintien d'une homogénéité ethnique, etc., est une manière d'appréhender sous un angle qu'on n'aborde pas assez, l'état actuel de notre société, de nos peuples, la décadence, la dissolution profonde que nous vivons actuellement. Alors Guillaume, ton essai a été, oui, on se tutoie, bon, nos auditeurs le savent, on ne pratique pas l'hypocrisie à Méridien Zéro, nous nous connaissons depuis longtemps, donc on ne va pas pratiquer un vouvoiement de convenance. Donc ton ouvrage est divisé en 11 chapitres, je crois, avec des annexes. Tu as commencé un petit peu par t'appesantir sur la question de la famille dans notre société actuellement, donc... La famille en pleine déréliction, la famille, bon, aujourd'hui, une question qui revient fréquemment dans les médias. Quel est l'état aujourd'hui de la famille dans la perspective que tu as tracée dans ton ouvrage ? Alors, on s'aperçoit tout d'abord qu'il y a un mouvement extrêmement important qui a commencé dans les années 60, qui est un mouvement de dissolution de la structure familiale classique. Mais cette structure familiale classique, il faut le savoir, est assez récente. Elle date en gros de la fin du XVIIIe siècle. Au XVIe, XVIIe siècle, la famille telle qu'on la connaissait sous l'angle de la famille bourgeoise n'existait pas. C'est pour ça que je défends la thèse que ce qu'on a appelé la famille bourgeoise, qui a duré 150 ans, était quelque chose finalement qui a été beaucoup critiqué, mais qui était assez équilibré et qui représentait un équilibre relativement génial, où il y avait à la fois une sexualité relativement libre, une grande hypocrisie sociale qui est nécessaire, hein. L'hypocrisie sociale est tout à fait nécessaire, et une fécondité relativement suffisante. Ce modèle s'est effondré à partir des années 60, et on se dirige aujourd'hui vers le modèle de la famille recomposée, qui est un modèle très coûteux pour la société, très dangereux, parce qu'il est complètement déstructurant, et parce que on sait actuellement que dans les grandes agglomérations, un enfant sur deux n'a pas un papa et une maman. Je veux dire, ça part un peu dans tous les sens. Et ce qui est intéressant d'un point de vue idéologique, c'est que des gens comme Jacques Attali et d'autres font l'apologie complète de la famille recomposée. On dit, c'est génial, tous les 2 ans, on va se marier avec quelqu'un d'autre, mais finalement, après, on sera très heureux tous ensemble. C'est la catégorie du nomade de cher Attali étendue dans ce domaine. Sauf que M. Attali, lui, ne vit pas du tout ça. Personnellement, dans sa vie privée, il sait que c'est un modèle complètement impossible et il ne vit pas ça du tout. Je vais donner un exemple très simple. J'ai été invité l'autre jour chez des gens. Moi, je fréquente pas les milieux. Je fréquente surtout les milieux extérieurs à mes idées. C'est beaucoup plus intéressant que fréquenter ceux avec qui on est d'accord. Je suis invité chez une jeune actrice au cinéma dont je ne dirai pas le nom, qui passe souvent à la télévision. Elle me présente sa petite amie. Elle me présente son ancien mari, qui est un Antillais, mais qui est marié avec un autre homme. Il y avait deux homosexuels qui sont mariés ensemble, dont un, il y avait son ancienne femme. Enfin, c'était quelque chose de tout à fait extraordinaire, je veux dire. Mais on sentait très bien que c'était un modèle très hypocrite dans lequel il ne pouvait pas y avoir de structuration, je veux dire, sociale. C'est pas possible. Ça peut pas marcher. On croirait encore un de ces films qui reçoit forcément l'avance sur recette, donc qui font les soirées du Bobo-land parisien. Bobo parisien. Voilà, mais à côté de ça, il n'y a pas de fécondité. C'est-à-dire qu'on fait très peu d'enfants. Et à côté de ça, est en train de se lever un modèle qui est celui de l'immigration, qui est un modèle, comme j'ai dit dans mon livre l'archéofuturisme, surtout chez les musulmans, un modèle de retour à une famille traditionnelle hyper dure, hyper vissée, qui a des enfants, qui a de la fécondité, et qui se heurte, comme le salpêtre et le soufre, au modèle de la famille délitée, décomposée des Occidentaux, qui, elle, est absolument inféconde. D'ailleurs, quand on dit d'un point de vue démographique, la France fait deux enfants par femme, il faut savoir que c'est pas la femme d'origine européenne. Oui, je pense que la plupart de nos auditeurs l'ont compris depuis longtemps. 300 000 entrées par an, légal ou pas, on fait ce qu'on veut dans la démographie. On fait ce qu'on veut dans la démographie, tout à fait. Donc la famille bourgeoise qui s'est effondrée à ce moment-là, et
paradoxalement, le pays qui maintient le plus la famille bourgeoise, c'est les États-Unis. Mais sous un mode différent, sous un mode matriarcal. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a une grande puissance de la femme, une grande hypocrisie, et surtout un puritanisme sexuel, qui n'existe pas en Europe, ou beaucoup moins, puisque en Europe, cette famille bourgeoise, il y avait on disait toujours, c'est le divorce qui est grave, c'est pas l'adultère. Alors, l'adultère, évidemment, de la femme était assez mal vu, et c'est même très mal vu, mais on ne divorçait pas pour autant pour ça. Mais l'homme avait une vie sexuelle libre, il ne pouvait pas avoir de maîtresse. On se situe un peu dans le prolongement des anciennes familles lignagères, où on dissociait la fidélité et la sexualité, voilà, qu'elle soit... C'est-à-dire, c'est ça le thème central. Le thème central, c'est que... Mais ça, c'est le christianisme qu'on est responsable, paradoxalement. Oui, on en reparlera éventuellement tout à l'heure. On en parlera. Actuellement, on essaie d'associer conjugalité et sexualité. Donc on se marie pour des raisons adolescentes. On se marie parce qu'on est amoureux, même amoureux sexuellement, ce qui par définition ne peut pas durer. Exactement. Donc c'est comme j'achète une voiture à cause de sa couleur. Bon oui, mais ça ne va pas durer. Je veux dire, s'il n'y a pas un bon moteur, bref, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que on a confondu. C'est ce qui provoque d'ailleurs le taux énorme de divorce. Oui, tout à fait. Voilà. On ne supporte pas la moindre contrainte. Extrêmement limitée, à 2 ans, à 3 ans. À 2 ans, 3 ans. On sait très bien qu'au bout de 4 ans de mariage, il y a plus d'attrait érotique, ou il y en a beaucoup moins dans un couple. On n'est plus avec sa petite amie, je veux dire, on est avec une femme qui a des enfants, etc. Oui, c'est autre chose, c'est une autre forme de relation, une complicité. On se marie pour des raisons adolescentes. Pour des raisons adolescentes, on se marie pas pour des raisons de construction d'une famille, d'un foyer. Autrefois, on se mariait à la famille bourgeoise. Il y avait tout un tas de critères pour le mariage, donc des critères affectifs, mais il y avait des critères financiers, il y avait des critères aussi de construction d'un patrimoine, des stratégies patrimoniales, des nécessités de se marier entre classes sociales. Tout ça est né à peu près. Ça commence avec Molière en fait, mais dans la haute bourgeoisie. Il y a l'époque des Lumières aussi, qui a fait énormément. Au moment des Lumières, mais il y avait un équilibre très important. Alors quand on étudie, en cela, Guillaume, on copie les systèmes d'union de la noblesse finalement. Oui, avec plus d'intimité entre le mari et la femme quand même. Oui, d'accord. Mais quand on étudie, par exemple, c'est assez difficile. Moi, j'ai lu ça beaucoup dans Gerfagnon, mais c'est beaucoup intéressé à ça, etc. Quand on prend la Rome antique, on s'aperçoit qu'il y avait aussi des éléments dans certains classes de société très modernes, très 19e siècle dans la famille bourgeoise, curieusement. Mais évidemment, il ne s'agit pas des serfs, etc., ou des populations rurales, dans laquelle, quand on pense que les légionnaires faisaient 30 ans de carrière, il ne pouvait pas avoir une famille. Ça n'avait rien à voir. Bon. Donc c'était extrêmement différent. D'ailleurs, on y reviendra. Oui, on va y revenir. Mais aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est une déstructuration totale, avec l'invention du Pax, qui est d'ailleurs une invention très perverse. C'est un avocat qui m'a dit ça. Le Pax pour faire de l'argent. Qu'est-ce que c'est que le Pax? Mariage au rabais. Mais il ne faut pas oublier que dans le Pax, il faut divorcer, c'est très cher. Les avocats, voyant qu'il y a de moins en moins de mariages, plus en plus de concubinage, donc il n'y a plus besoin de divorce, ils se sont dit, oh là là, il faut inventer un autre type de mariage pour que nous, avocats, on puisse quand même plaider. Et ça coûte très cher. Même un divorce de Pax coûte très cher. Et c'est une des raisons de la création du Pax, qui peut même se faire entre mecs. Bon, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, ça. 2 mecs peuvent se mettre en... Non, mais je veux dire, bon, bref. Non, mais c'est en plus, c'est cette famille, en totale déréliction dont tu parles, avec, qui est conjuguée, bien sûr, à des phénomènes qui n'ont fait que croître à la fin du XXe siècle, d'individualisme et de narcissisme, de masse, comme Lâche l'avait très bien vu, et d'ailleurs tu le cites dans ton ouvrage, engendre aussi de gros problèmes au niveau de l'équilibre psychologique des enfants, des nouvelles générations que l'on voit arriver, qui n'ont plus de repères stables au sein de la famille. C'est un petit peu une banalité de le dire, mais un enfant équilibré a besoin d'un père et d'une mère présents, qui chacun va lui apporter dont il a besoin pour son développement harmonieux. Et là, on voit, notamment pour ceux qui font partie des professions d'éducation, on voit de plus en plus des gamins qui sont totalement déstructurés, qui sont des petits névrosés en la lettre. Et ils sont psychiquement malades de cette démolition de la famille, en fait. Tu parles de l'enfant roi, c'est le culte de l'enfant roi. C'est le culte de l'enfant roi, et avec des erreurs psychologiques majeures, comme par exemple dès l'âge
de 2 ans, 3 ans, un week-end chez papa, un week-end chez maman, un week-end chez papa, un week-end chez maman, qui est complètement déstructurant pour l'enfant. On parle même pas de son père. Il sait plus où il en est, quoi. Voilà, Il sait plus du tout où il en est. Et ça perturbe la formation de son cerveau et de son affectivité. Et même plus tard de sa sexualité, de ses modèles, bon. Oui, et puis des représentations archétypales, le père. Les représentations qu'il aura aussi. Notamment les rapports au père. Oui, les relations au père, etc. Alors ça, on voit aussi dans tous les modèles de télévisés, des feuilletons télévisés, tout ça, c'est un modèle qui est mis, qui est tout à fait mis en scène, quoi. Voilà, donc quand tu nous montres, on s'aperçoit que, au-delà des caricatures qui sont encore, qui sont légion dans la presse du Boboland, la famille bourgeoise avait quand même des avantages. Oui, avait des avantages. Il y avait une stabilité. Il y avait une stabilité. Il y avait une hypocrisie, bien entendu. On traitait la femme bourgeoise de poule pondeuse, ce qui était faux, puisqu'elles avaient en général pas beaucoup d'enfants. Elles avaient 2 ou 3 enfants, au XIXe siècle, pas plus. Elles ne travaillaient pas, effectivement. Mais ce modèle a duré et a été relativement stable, a remplacé le modèle de la noblesse, avec moins de contraintes, tout en étant assez différent, parce que le noble était très souvent absent, et l'esprit bourgeois. On peut dire que la famille bourgeoise est vraiment née sous la monarchie de Juillet. C'est là où ça a explosé, quoi, où c'était vraiment quelque chose... J'ai de Louis-Philippe, pour les auditeurs les moins férus d'histoire. Voilà. C'était 1848. Voilà, qui s'est terminé en 1848. Mais c'était quelque chose d'assez important, et ça dure encore aux États-Unis, un peu. Alors, ce modèle de la famille hétérosexuelle laisse de plus en plus sa place, et là, tu consacres un fort chapitre à la sacralisation de l'homosexualité, voilà. De l'idéologie homophile et de lutte contre l'homophobie, comme tu le dis. Alors, c'est vrai que tu as beaucoup plus développé cette thématique que tu l'avais fait dans les années 80, où à l'époque, dans tes petites brochures sexologie, tu prenais plus une sorte de polythéisme du sexe. C'est vrai. Donc, comment un petit peu entrevoir cette promotion fulgurante donc de ce modèle homosexuel et montrer en fin de compte que... Alors il y a quelque chose de très schizophrène et de pathologique chez beaucoup d'homosexuels. D'abord, je distinguerais l'homosexuel masculin et l'homosexuel féminin. L'homosexuel féminin n'a pas grand-chose à voir d'un point de vue psychologique, dans la mesure où l'immense majorité des femmes sont en réalité bisexuelles. Ce qui n'est absolument pas le cas des hommes. Donc d'abord, les lobbies lesbiens sont beaucoup moins puissants que les lobbies homo au sens strict. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Au départ, il y a eu le phénomène gay, la revendication, ce qui était d'ailleurs tout à fait normal, la revendication d'une absence de discrimination envers l'homosexualité. Ça leur a été accordé. Mais là, on est passé à un autre niveau. Le monde homosexuel a déclaré « Nous en voulons encore plus. Non seulement nous voulons être égaux aux hétérosexuels, mais nous voulons être supérieurs. Parce que nous, homosexuels, nous sommes finalement supérieurs. Parce que nous sommes homosexuels, donc voire même bisexuels. Donc le modèle du bisexuel comme le modèle du métis, c'est le modèle de l'homme polyvalent, n'est-ce pas, qui est supposé être supérieur à l'hétérosexuel. Mon pauvre hétérosexuel, tu comprends rien. Hein, t'as qu'une seule expérience. D'où la gay pride, la fierté homosexuelle, comme si on peut être fier de sa sexualité. On est fier de ses actes, on est fier de son intelligence, la gay pride, etc. Donc tout ce lobby a tenté de passer le message suivant. Non seulement, nous avons acquis nos droits, maintenant nous allons aller plus loin. Nous n'allons pas seulement être égaux, nous allons être supérieurs. D'où tout ce qu'on voit tout autour de nous, ce lobby homosexuel à l'œuvre, je veux dire, absolument partout, avec une très grande puissance, jusque dans l'éducation nationale, puisqu'il y a des cours de l'éducation nationale où on apprend aux enfants, mais des cours officiels, on apprend aux enfants, faut pas se moquer d'un homosexuel, parce que c'est exactement les homosexuels comme avoir les yeux bleus ou les yeux noirs ou les yeux etc. Oui. En fait, on s'aperçoit que d'une manière extrêmement ostentatoire, une bonne partie des homosexuels, en tout cas constitués en associations militantes, veulent s'ériger comme une sorte de normalité supérieure. Une normalité supérieure. Alors, on l'a vu avec le sida, par exemple, ou des mouvements comme ACT UP qui étaient en gros responsables du sida, quand même. Il faut quand même pas exagérer. C'est certaines pratiques homosexuelles qui ont fait progresser, mais à considérable, le sida. Refus du dépistage, etc. Et de la protection. Le fameux bareback. Oui. Hein. Et alors, après, on demande plus de crédit pour la recherche, plus de crédit pour alors qu'en fait, ils ont fait preuve d'irresponsabilité totale, d'égoïsme, d'individualisme. Alors, en plus, il y a une culture homosexuelle qui correspond aussi à une dévirilisation.
de l'homme blanc, pour parler clairement, dans la publicité, dans beaucoup de domaines. Les couples homos sont là les uns avec les autres. Je vais vous donner un exemple d'une pub qui est passée. J'en parle dans un bouquin, je sais pas où. C'est une femme qui est mariée avec un homo, mais un type assez efféminé. Un homme blanc. C'est un truc en Italie. Elle le met dans la machine à laver. La machine à laver tourne. C'est plus pour une lessive. Et on ressort un grand noir vachement baraqué. Voilà. Bon. C'est absolument, non, mais voilà. Bon. Mais il y a dans il y a une espèce de volonté des homosexuels de recruter des troupes et de convaincre les gens de faire un travail de prosélytisme et de conversion. Il s'est passé à Metz ou à Strasbourg une série de conférences. Alors, ils n'ont pas eu de chance parce que c'était des beurs et des beurrettes qui étaient dans la salle. Et le type lui a dit, le prof disait, mais nous sommes tous quelque part homo. C'est pas, nous sommes tous quelque part homo. Puis les mecs étaient, non, je ne pas du tout, non, je vous assure. Bon, voilà. Non, mais même on se perçoit que lorsqu'on a affaire à des enfants en bas âge, lorsqu'on évoque l'homosexualité, il y a une réaction naturelle, un petit peu de répulsion. Oui, alors là, d'anormalité. Oui, ça n'implique pas pour autant de discriminer à nouveau les homosexuels. Ce sont des comportements qui existent depuis l'aube des temps. Maintenant, il faut faire la différence entre la norme nécessaire au niveau collectif et puis des comportements qui sont marginaux. C'était des comportements qui étaient marginaux, mais par exemple, qu'on appelle l'amour grec, ça existait effectivement avec les adolescents. Les rastes et les romaines, voilà. Les rastes et les romaines. Les romaines étant celui qui subit et les rastes celui qui agit. Mais il était absolument hors de question. Il fallait être marié, avoir une femme et des enfants. Voilà. Alors que c'est strictement limité, normé à des moments précis, dans des cadres précis. On pense notamment à la phalange sacrée de Thèbes, c'est ça. Militaire. Donc, alors qu'aujourd'hui, on en arrive à cette aberration qui fait hurler de tous les peuples du monde quand ils voient les législations occidentales sur l'homoparentalité, les mariages homosexuels, hommes-femmes, etc. Ça leur semble ce que disait le Kali Yuga, tu sais, c'est le Kali Yuga. Oui, on est en disant, ils feront manger de la viande aux vaches et ils se marient. On rejoint des grands textes sacrés de la pensée traditionnelle. Qui disent, mais ça, c'est l'âge de fer. C'est-à-dire qu'on se marie entre hommes et entre femmes. C'est l'indifférenciation. C'est l'indifférenciation. La dissolution de tous les codes. Alors, quelle est la finalité de ce prosélytisme homosexuel masculin ? Il y a d'abord quelque chose d'idéologique. Il y a d'abord quelque chose de très. Ça rejoint aussi la démolition de la structure familiale. Alors, il y a deux objectifs. Un qui est idéologique, c'est-à-dire on s'oppose à une idéologie masculiniste, soi-disant masculiniste. Donc c'est de la passion idéologique en quelque sorte. Et d'autre part, il y a la volonté de créer un lobby quand même qui s'auto-recrute, qui fonctionne par affinité, donc sexuelle. Il faut bien voir ce qui se passe dans la ville de Paris, par exemple. Au niveau communautarisme, extrêmement structuré, mais qui s'appuie seulement sur des pratiques sexuelles. Mais il y a un aspect très, très idéologique, c'est-à-dire même aussi un aspect psychologique. Tu le montres dans ton livre. Tu dis qu'il y a en quelque sorte chez beaucoup d'homosexuels aujourd'hui une sorte de nostalgie de l'époque où ils étaient diffamés, où ils étaient stigmatisés. Il y a une volonté toujours de faire parler de soi, presque de fuite en avant. Alors ça, c'est quelque chose qu'on retrouve chez certains peuples que je ne nommerai pas, la volonté d'être persécuté. C'est-à-dire le besoin d'être persécuté. Alors, non, mais c'est vrai, moi, c'est un membre de ce peuple qui me le dit, on a besoin de persécuter pour exister. Bon. Et chez les homosexuels, on a trouvé la même chose. C'est-à-dire, à partir du moment où ils ne sont plus persécutés, à partir du moment où on autorise la gay pride, à partir du moment où ils ne savent plus quoi inventer pour qu'on parle d'eux. Ils ne savent plus quoi inventer. D'exhibitionnisme, assez malsain. Et ils vont inventer des nouvelles persécutions. Il y a un de nos homosexuels sur une plage bretonne, on lui a cassé la gueule, le pauvre, il sortait de discothèque. Donc forcément, on lui a cassé la gueule parce qu'il était homo. Voilà, et non pas parce qu'il était mauvais endroit, mauvais moment. Voilà. Donc il y a chez eux une volonté en permanente de se sentir persécuté. Si on leur disait, vous êtes comme les autres, on s'en fout. Il n'y a rien de pire pour des groupes comme ça, je veux dire, on s'en fout, faites ce que vous voulez, on s'en fout, il n'y a rien de pire. Et là, maintenant, leur revendication, c'est l'homoparentalité, évidemment c'est le mariage, et c'est après l'homoparentalité. Alors l'homoparentalité, c'est pas mal, hein. C'est-à-dire le droit d'adopter ou de faire féconder artificiellement. Voilà. On a quand même des ententes entre couples lesbiens et homo masculins tout à fait. Procréer de manière artificielle et partager
Hein, les enfants issus de ces procréations, comme on se distribue des petits cadeaux, voilà. Alors lié justement à Il faut avoir un enfant comme on avait un petit chien il y a 30 ans. C'est ça. On a une poupée, on a un petit chien, l'enfant est un joujou. Et on est comme les autres après. C'est mon joujou. De même, il y a l'adoption de petits enfants du tiers-monde aussi, qui est très très fréquent. On voit le show business qui donne l'exemple. Le show business donne l'exemple. Puis bien sûr, malheureusement, qui parfois peut influencer des personnes d'esprit faible, on le voit. Et justement, ce délire vers l'indifférenciation aussi est associé à une théorie qui a fait parler d'elle il y a quelques mois, suscité pas mal de débats, c'est la fameuse théorie du genre. Alors c'est la gender theory, oui, c'est ça. La gender theory, donc cette nouvelle idéologie peut nous en toucher un petit mot. Alors c'est né aux États-Unis dans les années 60, à la suite d'ailleurs des théories de Wilhelm Reich et de Simone de Beauvoir. C'est-à-dire on ne naît pas femme, on ne naît pas homme, on le devient. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sexualité innée en quelque sorte, tout serait dit à l'éducation, à un espèce de choix. Aux États-Unis, ce mouvement, cette gender theory, théorie du genre, a été porté par les mouvements lesbiens, mais qui ont été très influencés par Wilhelm Reich, qui a été un des premiers à la formuler réellement. En disant le sexe est une oppression, la notion de sexe est une oppression, c'est l'invention du sexe masculin qui est une oppression de la femme. Bon, d'un point de vue scientifique, c'est même pas la peine de discuter, je veux dire, c'est complètement loufoque, c'est du délire complet. Parce qu'il y a même eu des expériences sur... Reich avait théorisé l'orgone, bon, c'est assez fumeux. C'est bien en dessous du marxisme. Bien en dessous. Mais simplement, ce qui s'est passé... C'est du freudo-marxisme, en fait. Oui, c'est du freudo-marxisme. Il avait écrit une psychologie de masse du fascisme, dont je me souviens d'ailleurs. Et puis, dans les années, avec le mouvement de libération de la femme... Non, mais c'était complètement délirant. Pardon. Non. Et puis, avec le MLF, ça s'était un peu... Ça avait continué, puis ça s'était calmé. Dans les années 80, 90, on n'en parlait plus. Puis d'un coup, ce qui s'est passé il y a 2-3 ans, c'est revenu sur le devant de la scène, avec 2 initiatives absolument dingues. La première, c'est le type de Sciences Po, le directeur de Sciences Po, celui qui a fait la discrimination positive. D'ailleurs, on fait entrer des gens sans leur faire passer les... Qui d'ailleurs retire la culture générale du concours d'entrée. Là. Il a annoncé. La culture générale du concours d'entrée. Ah bon, excellent. Il a annoncé, là, voilà. Bravo, et l'examen se fera avant le bac. C'est ça. Voilà, pour que ceux qui ont le bac avec mention très bien ne puissent plus rentrer... directement sans concours. Il est en train de tuer Sciences Po, c'est tout. Quoi. Oui, gentiment. Ça a commencé. C'est un processus qui est bien entamé, malheureusement. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne semble pas être suivi par ses petits camarades de province. Non. Enfin, en tout cas, il y a un enseignement obligatoire de la gender theory, la théorie du genre à Sciences Po. En première en CVT, je crois. Mais aussi dans l'éducation nationale. Oui, parce que je dis. C'est la classe de première. Mais même avant, avant, il y a des incursions, puisque très personnellement, une de mes amies a eu son fils de 11 ans qui est revenu en lui posant des questions sur les gouines, les homos, en lui racontant que la maîtresse lui avait expliqué que tout ça était très relatif et qu'on pouvait choisir. Voilà. Qu'on pouvait choisir. Voilà. C'est un choix, oui. Et depuis Simone de Beauvoir, je précise que c'était dans l'enseignement privé pour que tout le monde ne tape pas toujours sur la même crèmerie. Voilà. Oui. mais si tu veux, il y a aussi chez les homos un besoin d'élargir leur clientèle. C'est-à-dire de recruter, d'élargir leur influence et leur clientèle. Et leur chair fraîche aussi. Parce qu'à partir du moment où on dit à des gamins de 13-14 ans, tu sais, qu'à cet âge-là, souvent, la sexualité n'est pas très affirmée. On dit, tu sais, tu as envie de coucher, pas de faire l'amour, c'est parce que à 10 ans, 13-14 ans, mais tu as envie d'embrasser. Aujourd'hui... Si maintenant, avec Internet, ils commencent à comprendre. Oui, c'est chaud, chaud très tôt. T'as envie de faire l'amour avec ton petit voisin, mais non seulement c'est normal, mais c'est peut-être mieux, finalement. Et il faut le tenter. Et de toute façon, il faut le tenter. Voilà. Un sondage paru l'année dernière montrait que les 15-25 ans, l'année dernière, étaient 35% à avoir au moins eu une expérience ou un début d'expérience homosexuelle. Ouais. Donc 35% de cette classe d'âge, qui est assez intéressant. Ouais, c'est intéressant comme... Alors, pour rester toujours dans ces questions, du consacre un chapitre 3 une problématique très intéressante qui permet un petit peu de mettre pas mal de points sur le i, c'est-à-dire d'explorer un petit peu les différences complexes qui peuvent exister sur un plan éthologique et psychologique entre mâle et femelle, entre hommes et femmes, dans la différenciation et la polarisation nécessaire entre les deux sexes. On peut rappeler que sur le plan de la pensée traditionnelle, Julius Evola avait consacré un de ses maîtres ouvrages, la métaphysique du sexe aussi, à éclairer cette problématique
problématiques, à la fois avec le regard du mythe, mais aussi avec des réalités psychologiques, éthologiques bien pensées, qui résultaient à la fois d'une expérience de terrain, si on peut dire, puis aussi de certains travaux. Donc toi, tu consacres un chapitre assez éclairant, qui pourrait être susceptible de choquer quelques-unes ou quelques-unes auditrices. Est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur comment tu entrevois les différences profondes de perception, de représentation entre hommes et femmes, en fin de compte? Qu'est-ce qui nous différencie? Alors tout d'abord, il y a des différences énormes entre femmes et entre hommes. Donc ça c'est une première chose. Deuxièmement, il y a toujours des différences entre époques. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des différences entre l'homme et la femme, ce n'est pas forcément les mêmes. Mais il y a quand même des grandes structurations, de très grandes structurations. Issu de notre héritage phylogénétique, en fin de compte. Oui, c'est phylogénétique, en fait. Pas uniquement culturel. C'est très peu culturel, en réalité, à mon sens. Il y a une grande structure, c'est que l'homme est plutôt curieux, créatif, ouvert vers l'extérieur, inventif, et la femme est plutôt à une intelligence plutôt tournée vers l'entretien, la préservation, la transmission de la mémoire, etc. Avec des exceptions dans les deux cas, évidemment, comme toujours. Oui, on ne rentre pas dans des généralités abusives, mais c'est des tendances générales. Les Américains avec les statistiques. Mais quand tu veux mélanger les deux, etc., tu n'y arrives pas. Et d'ailleurs, il y a des statistiques absolument extraordinaires, et là, on n'y peut rien. Et ça sera toujours comme ça, même s'il y a un petit pourcentage de femmes qui vont pouvoir entrer dans certains types de professions. Mais tu prends depuis l'Antiquité, je veux dire, l'immense majorité des philosophes, des mathématiciens, des chercheurs, des inventeurs, même des poètes, des explorateurs, ce sont des hommes, ce ne sont pas des femmes. Tu donnes pas mal d'exemples. Il y a des femmes, bien sûr, il y a des femmes aussi, mais tout est une question de proportion, c'est pas une question, c'est pas une question. Il n'y a pas 36 000 Marie Curie, quoi. Il n'y a pas 36 000 Marie Curie, il y en a une. Ou des Anna Reich, ou des. Oui, voilà. Par contre, il a fallu des femmes pour les enfanter et pour les former. Tous ces grands explorateurs, ces découvreurs, et c'est là que le rôle fondamental de la femme. Alors, et c'est là où moi je dis que le féminisme est une antiféminité. Le féminisme est une haine de la femme et la théorie du genre aussi. C'est-à-dire que c'est la femme qui se hait elle-même. On ne naît pas femme, on le devient, dit Simone de Beauvoir. Sous-entendu, j'aurais voulu être un homme. Parce que c'est ça ce que ça veut dire en fait. Le féminisme est la femme. Avec cette espèce de contradiction totale qui est apparue dans les années 60 et qui continue aujourd'hui. Est-ce qu'une femme qui se met en mini-jupe et qui se sexualise un peu dans son habillement se dévalorise et perd sa féminité? Alors, il y a deux discours chez les goudous. Il y a celle qui dit... les goudous, c'est les vrais homosexuels uniquement. Il y a celles qui disent non, il faut s'habiller en homme, donc c'est vrai qu'elles détestent leur propre sexe. Bon, c'est évident. Elles critiquent... on en voit. Et on en voit. Des salopettes informes. Donc c'est un masculinisme, en quelque sorte. Les cheveux rasés, etc. Voilà. Donc c'est un masculinisme. Et elles sont féministes, attention. Elles sont féministes, mais en même temps, elles sont masculinistes. Une contradiction mentale absolument insoluble. Et d'un autre côté, il y a beaucoup de femmes féministes, qui sont bisexuelles, etc., mais qui ont beaucoup de problèmes parce qu'on dit dans la publicité, par exemple, on instrumentalise le corps de la femme en le voyant à poil pour n'importe quelle machine à laver, etc. Bon. Mais en même temps, si tu leur dis en même temps, mais ne vous mettez pas en valeur, mettez des jeans, mettez des capuches pour que les garçons vous draguent pas, etc., dans les banlieues, elles vont crier au machisme, voilà. Donc c'est ça la grande contradiction du féminisme. Mais cela dit, évidemment, notre société, qui est une société où c'est le métis qui est l'apologie, c'est l'indifférenciation dont on fait l'apologie sans arrêt, ne supporte pas les différences biologiques, structurelles, fondamentales, phylogénétiques entre l'homme et la femme, qui sont les mêmes partout, je veux dire. Presque partout. En fait, on assiste à plusieurs mouvements croisés. D'une part, une masculinisation des femmes, mais aussi une féminisation de la société. Ça, déjà, beaucoup d'auteurs l'avaient noté, mais on le voit encore de plus en plus. Voilà, avec la gynécocratie. Exactement, l'état maternel, en quelque sorte. Oui, la maternation. Une sorte de gynécocratie, pour reprendre le terme qui était cher et voilà. Big Mother nous gouverne aujourd'hui, nous dorlote. C'est les fameux adolescents, là, ces adolescents de 30 ans sont aussi la résultante de l'absence du pôle masculin, de la virilité. C'est vrai que d'autres auteurs avaient souligné ce phénomène très récemment, que ce soit Éric Zemmour ou Alain Soral, sur des modes différents, mais c'est vrai que on ne peut que le constater aujourd'hui, et on voit aussi surtout l'irruption massive
directives des femmes dans des sphères qui n'étaient pas les leurs depuis des millénaires, notamment la sphère militaire, et avec tous les problèmes que ça peut entraîner au niveau des unités, des problèmes de cohésion, des troupes, problèmes de limites physiologiques. Non, seulement ça, mais psychologiquement, c'est terrible parce que la femme est là pour reproduire l'espèce, d'accord ? C'est un ventre. Une femme est plus précieuse physiquement qu'un homme. Pourquoi ? Parce qu'un seul homme peut féconder 50 femmes. Une seule femme, c'est 9 mois de grossesse. Donc mettre les femmes en situation de danger dans la police ou dans l'armée, c'est une vision des choses qui ressemble à l'âge de fer du Kali Yuga, je veux dire. C'est une vision morbide des choses. Oui, d'ailleurs, le mythe nous enseigne que les femmes guerrières étaient l'exception. Les Amazones, Athéna... qui n'ont jamais existé d'ailleurs, c'était quelque chose de bon. Non, mais c'était une exception qui confirmait la règle. Oui. D'ailleurs, je permettrai de diriger nos auditeurs intéressés par la problématique par un ouvrage maître qui évoque la question des femmes de la guerre, qui s'intitule comme ça, « Les femmes et la guerre » de Martin van Creveld, un historien militaire israélien de haute volée, un ouvrage sorti au Rocher, qui est très éclairant justement sur cette question-là, et il rejoint totalement les thèses qui sont les tiennes, et qui ne sont pas d'ailleurs que les tiennes, mais qui résultent tout simplement du bon sens. On retrouve aussi des choses dans l'ouvrage d'Eddie Mingunzi aussi. Féminisme et féminité. Féminisme et féminité, qui est paru il y a un moment déjà, mais qui est toujours d'actualité d'ailleurs, dont la lecture est toujours féconde. Alors, actuellement, il y a justement aussi, dans cette logique, il y a la pratique des quotas, qui est une aberration totale. Le quota, alors ça va très loin maintenant, c'est dans les partis politiques, c'est-à-dire dans les listes électorales, égalitarisme de résultats, après. C'est-à-dire que non seulement il faut que les femmes soient présentées, mais il faut qu'elles soient en situation d'éligibilité, pour qu'il y ait des quotas autrement à amende. Et maintenant, ça va encore plus loin, puisque c'est dans les conseils d'administration. Donc, ce qui est absurde, je veux dire, c'est... Exactement, parce que on peut pas... c'est encore une négation... critères uniquement de sexe... C'est encore une négation, Guillaume, j'imagine que c'est encore une négation de l'expression de la féminité, puisque... oui, bien sûr, mais... Est-ce que les femmes... souhaitent aller dans les conseils d'administration, ce serait peut-être la question à poser. On sait par exemple que dans les 850 000 associations de France, il y a énormément de femmes. Elles s'expriment beaucoup par le phénomène associatif. On le sait, qui sont aussi des moyens de pression, et on veut les coller dans d'autres sphères dans lesquelles elles ne sont pas allées de manière volontaire. Donc c'est assez intéressant de voir que c'est encore des hommes qui mènent... C'est encore des hommes qui sont frustrés de voir que il n'y a pas assez de femmes dans les conseils d'administration. On va encore nous accuser de machisme, donc on va les y faire entrer, même si c'est parfaitement inutile. On est très loin du mal dominant, là. Oui, on est très loin du mal dominant. Oui, alors on a des femmes qui ont abdiqué une partie de leur féminité pour se situer dans un monde d'hommes, avec des réactions d'hommes, avec un comportement. Alors, est-ce que ce sont réellement des réactions d'hommes ? La question est aussi de savoir ça. C'est dans le monde de la finance ou autre, ou dans le monde dans la grande entreprise, finalement, c'est mâle ou femelle, c'est un monde, ce sont des réactions de requins. Il y a une espèce d'asexualité. Les profils psychologiques de carrière women. Il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Malgré tout, moi je connais bien ce monde parce que j'y travaille en ce moment, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Les hommes sont toujours en situation hiérarchiquement dominante, les femmes sont moins motivées. Il y a des exceptions comme Anne Parizeau, mais qui est homosexuelle, qui s'affirme comme telle. Il y a des exceptions comme Anne Lauvergeon, l'ancienne patronne d'Ariam, c'est des exceptions, je veux dire. Mais dans l'immense majorité des cas, vouloir mettre des femmes de force dans les conseils d'administration, en les obligeant par exemple à rentrer à 11h du soir après la réunion, sans pouvoir s'occuper de leurs enfants, même si elles ont de très gros salaires, etc., c'est quand même forcer la nature. Et dès que tu forces la nature, ça ne peut pas marcher très bien, quoi, tu vois. D'ailleurs, ce qui ressort un petit peu de l'ensemble de tes analyses, c'est-à-dire qu'on assiste à des dérives pathologiques dans toutes ces problématiques connexes que tu es en train d'évoquer, ce qui en fait le côté tragique quelque part, et bon, en tout cas qui participe du mouvement de dissolution et de décadence générale. Alors lié justement à ces féministes, en précisant quand même une chose sur laquelle on n'est pas trop venu, mais bon, Guillaume, tu montres dans ton livre que tu ne rejettes pas non plus les acquis de certains féminismes, notamment par rapport à l'égalité des traitements entre hommes et femmes professionnels, des droits de citoyens. Ce qui paraît humainement logique. Ça va encore mieux le disant. Hein. Non, mais justement, c'est assez marrant de voir c'est assez amusant de voir qu'on pousse très très loin la féminisation des choses et qu'on n'a toujours pas réglé la question des salaires. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Ça, c'est génial. C'est génial. Oui. Alors, pour un tas de raisons, d'ailleurs, les salaires entre hommes et femmes sont différents. Il y a d'abord la raison de la maternité.
Bon, c'est-à-dire qu'elles gagnent moins parce que pour s'occuper de leurs enfants, elles viennent souvent, etc. Elles sont plus souvent en retard. Deuxièmement, c'est une question de niveau de compétence aussi. C'est-à-dire que globalement, dans une grande entreprise, par exemple, qui fait de la chimie ou qui fait de l'électronique, etc., tu as statistiquement moins de femmes qui sont ingénieurs de haut niveau que d'hommes. C'est comme ça. Ça changera peut-être un jour, mais enfin, c'est comme ça. Et troisièmement, ça c'est vrai, il y a des phénomènes de machisme à l'intérieur des sociétés, cooptation entre hommes, ça c'est vrai, guerre des sexes, et c'est souvent les hommes, et même les femmes, qui détestent que d'autres femmes gagnent plus que les hommes. Tu ne caches pas dans tes chapitres que le machisme, pour toi, est une forme de dévoiement également. C'est une forme de dévoiement. De la véritable virilité, quoi. Mais bien entendu, les machismes, bien entendu. De même, quand on parle de l'égalité homme-femme, c'est le principe, qui est un excellent principe d'ailleurs, c'est le principe de la première déclaration des droits de l'homme, la vraie. C'est-à-dire égalité des chances, égalité devant la loi, au départ, mais pas égalité de résultats. Mais pas égalité de résultats, je veux dire, évidemment. Égalité des chances, égalité devant la loi. Voilà, une femme qui veut faire des études supérieures, eh ben, elle peut faire des études supérieures, mais si elle ne le veut pas, si ça ne l'intéresse pas. Alors, lié justement à cette problématique féministe, Guillaume, tu évoques la farce de la libération sexuelle. On a beaucoup parlé, on s'est beaucoup gossé de libération sexuelle à la fin des années 60, début des années 70, avec le MLF, etc. Donc, pour toi, il y a eu énormément d'espoirs déçus, d'illusions. Tu dois qualifier d'idéologie de puritain. Oui, c'est une idéologie de puritain, parce que la sexualité n'est plus considérée comme quelque chose de naturel, c'est considéré comme quelque chose de mécanique, de thérapeutique, de politisé. Le droit à l'orgasme. Le droit à l'orgasme, je veux dire, c'était un réflexe de malade. Je veux dire, la sexualité, elle est vécue naturellement. Je veux dire, puis on ne parle que de ça. Mets deux mecs dans un cachot avec du pain rassis et de l'eau, ils parleront que de pinard et de gâteaux à la crème. Bon, parce qu'il y a une frustration sexuelle énorme à notre époque. Donc on fait de la sexualité un problème qu'on théorise, un problème aussi en même temps qui est à la fois thérapeutique et qui est en même temps théorisé, médicalisé, c'est-à-dire cours d'éducation sexuelle. Monstration énorme de la sexualité partout, surtout depuis qu'il y a Internet. Qui tue l'érotisme, quelque part. Cours d'érotisme. On tue complètement l'évidemment. On tue complètement l'érotisme. On tue la sensualité, l'érotisme. Tu parles de l'impudicité comme une sorte d'anti-érotisme, en fin de compte. C'est vrai, complètement. La multimonstration de corps nus, mais... Autrefois, dans les autobus, le désir, les hommes bandés, en regardant la cheville d'une femme, essaient de deviner la beauté de sa jambe sous sa jupe. Maintenant, les mecs, ils sont complètement impuissants, même quand tu vois une femme entièrement à poil, je veux dire. Ils sont complètement blasés, je veux dire, bon. En fait, tu renvoies deux ados, mais deux extrêmes, en fin de compte, deux formes. Voilà, le puritanisme, qui est aussi une forme de pathologie par rapport évidemment, à la sexualité. Le puritanisme est une pathologie, mais le puritanisme est extrêmement lié à la pornographie. Pourquoi ? D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est où est née la pornographie de représentation dans le monde anglo-saxon. Et dans le monde scandinave. Comme par hasard. C'est pas les ultra-puritains c'est en fait protestants. les deux faces d'une même pièce. Bien entendu. Voilà. Bien entendu. Les autres n'avaient pas besoin. Qui s'encouragent quelque part, qui se nourrissent l'un de l'autre. Oui, qui se nourrissent l'un de l'autre, oui, tout à fait, oui. Oui, tout à fait. Donc en fait, c'est vrai que tu étends pas mal, tu as un chapitre qui est intitulé Sexe et perversion, et tu montres qu'en fin de compte, à travers toute cette vision, cette démonstration obsessionnelle du sexe, il y a une certaine misère. Tu parles aussi de la destruction sexuelle des adolescents. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu en parles. Bon, je pense que beaucoup d'auditeurs aussi sont conscients de ce phénomène. Bon, lorsque des gamins font leur éducation sexuelle, on va des films de cul, pour parler un peu trivialement, avec tout ça implique, comment est structuré, quel est le sexe qui est montré dans ce genre de film, de cette pornographie qui est accessible par tout un chacun sur Internet en 2-3 clics. Oui, alors... Il y a de quoi s'inquiéter, quoi. Gratuitement. Il y a de quoi s'inquiéter, quoi, cela. Il n'y a même plus de barrière financière. Il n'y a même plus de barrière financière, et en sachant... Le tabou, l'interdit, qui rendait ça aussi quelque part fascinant. Il y avait l'attrait de l'interdit. En sachant deux choses qui sont quand même assez incroyables. D'abord que c'est mondial. Et ensuite, deux choses, c'est que ce sont des scènes sexuelles qui ne sont pas érotiques du tout. C'est-à-dire que on passe tout de suite à la pénétration. C'est du brut. Voilà, c'est du brut et c'est du quasi-viol. Il n'y a pas de la gradation érotique, voilà. C'est du quasi-viol, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gradation érotique, c'est du quasi-viol immédiat. Il faut rapidement voir le mec bon. Et deuxième chose, la moitié de l'ordre pornographique concerne des trucs comme zoophilie. Non, mais c'est la vérité. Zoophilie. Moi, quand j'ai fait ce bouquin... Les stats sur le net sont absolument ahurissantes. Alors, zoophilie, avec des vieux, avec des gens âgés,
viol, scène de viol, black, évidemment, black, viol. Il y en a pour tous les goûts. Il y a des nains, Des viols il y a- par les blacks, bon. Femme enceinte, enfin... Moi, il y C'est a des vraiment le trucs- grand Ah marché oui, de la vraiment, consommation, ça, bon, c'est du délire. C'est un vrai supermarché, quoi. Mais, de toutes mais, les- mais, les mais perversions. le plus intéressant, c'est qu'il y a viol. Et donc, tu vas dans les banlieues, les petits gamins des banlieues, quand ils voient ça, quand ils voient ça. Même sans que ce soit le viol, ce que tu disais, c'est-à-dire que la scène en elle-même s'assimile à une forme de violence. Donc de toute façon, c'est le mode d'apprentissage après. Oui, c'est-à-dire que la perversion devient quelque chose de banal, c'est l'indifférenciation généralisée. Et surtout de déstructurant mentalement, Oui. concernant les adolescents, bon, qui vont avoir ces représentations, ils vont voir la sexualité sur ce mode-là, quoi. Alors, contre ce dévoiement et cette destruction de la sensualité, on va faire une petite pause musicale qui va faire remonter le baromètre de la sensualité et surtout du caractère festif de la chose avec le groupe Kental dont nous allons écouter un morceau qui s'appelle Ad Mortem Festinamus. C'est du gothique médiéval. C'est enjoué, enlevé et allemand. À tout de suite. De retour après cette pause musicale rythmée et gothico-médiévale, nous reprenons nos débats avec Guillaume Fay que nous recevons pour son ouvrage Sexe et dévoiement. Nous venions d'aborder la question de la fausse libération sexuelle et surtout ensuite des perversions qu'elle entraînait, enfin que tout ce système avait entraîné. Des perversions et surtout les violences aussi qui en Et des résultent. violences, oui, surtout de la violence. Comme tu le signales, que ce soit dans le cadre scolaire ou même à l'extérieur, les viols, Il faut savoir absolument qu'un mineur sur deux qui commet un délit, c'est un délit sexuel. C'est quand même impressionnant. C'était pas le cas il y a 20 ans. Mais oui, en plus, l'actualité est envahie de faits divers à caractère sexuel, de violence. Et avec ce phénomène tout à fait extraordinaire que plus la société est agressée, plus elle baisse les bras. C'est-à-dire que plus les réponses pénales sont faibles. Exemple, la suppression de la garde à vue. Enfin, de fait, quoi. La garde à vue est vidée de son sens. Bon. Et les cas se multiplient de violeurs multirécidivistes qui recommencent, qui ne sont pas vraiment arrêtés. On l'a vu récemment, la fameuse affaire, Et donc, puis qui a tue, quoi. la chronique. Qui finit par tuer. On ne sait même plus, quand tu dis la fameuse affaire, on ne sait même plus quelle c'est, parce qu'il y en a tellement. Comment ça peut La petite qui a été découpée ensuite là par le multirécidiviste, violée, découpée en morceaux là. Privé ou de gamme, voilà. Ah non, ah oui. Au centre de la France, c'est encore autre chose ça. Ah oui, ça c'est encore plus récent, oui. Le type qui était placé là parce qu'il était délinquant sexuel. Justement, c'est intéressant d'ailleurs de mettre un type en internat après un viol, de le mettre en internat mixte. Je trouve ça c'est l'intelligence judiciaire, on va appeler ça. Non, mais c'est aussi ça prouve aussi que notre société est déstructurée mentalement et perd tout bon sens. Il y a ça aussi. C'est un phénomène assez grave, c'est un phénomène collectif de perte de bon sens collectif. Je mets un multirécidiviste, et puis il y a toujours une raison pour justifier. Je mets un multirécidiviste sexuel dans un centre aéré mixte. Mais voilà. Ouais, dans un lycée, et dans un lycée sans surveillance. Non, aucune surveillance particulière à part deux rendez-vous mensuels chez son psy le samedi. Comme disait Michel Foucault, il est interdit de surveiller et punir. Alors, d'autre part, sur la libération sexuelle, il y a autre chose à dire. Homo, non Foucault, il me semble. Foucault, il est mort d'ailleurs. Il aimait bien se faire flageller d'ailleurs. Il est mort du sida. Oui, bien sûr. On le sait. Mais il y a autre chose aussi dans la libération sexuelle. Il y a deux phases de libération sexuelle. Il y a la phase des années 60 et 70 où il n'y avait pas encore Internet, il n'y avait pas encore tout ça. Et il y a la phase après où on entre dans l'économie numérique. Et on s'aperçoit aujourd'hui, par exemple, que les jeunes qui veulent rencontrer, que les rencontres entre jeunes, malgré la mixité, se passent beaucoup plus mal qu'autrefois. Ou même des jeunes et des moins jeunes, je veux dire. Parce que ça se passe pas en direct dans les cafés, dans les rallyes dansants, dans les discothèques. Il y a moins en moins de discothèques, hein. Ça se passe devant l'écran. Et en général, devant l'écran, on ne sait pas qui on a, ça peut être n'importe qui. Bon. Donc, ça devient de plus en plus virtuel. Et il n'y a pas réellement, il y a une frustration. C'est-à-dire que la libération sexuelle est une frustration sexuelle, en fait. On arrive aujourd'hui à un sexe virtuel et triste. Quoi. Oui, un sexe virtuel et triste. Et décliné sur un mode totalement pathologique. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça. C'est ça que... Oui. Ce que Jules Monod appelle l'étérotélie, quelque part. Donc, on arrive à un objectif tout à fait autre de celui qui avait été fantasmé, qui avait été... Avec la croissance des asexuels, donc il y a de plus en plus de gens, même dans des pays comme le Japon, qui refusent tout rapport sexuel avec qui que ce soit.
Une sorte d'otaku du sexe. Hein, Oui, quelque oui, sorte, de haine du sexe, Ouais. qui n'est même pas du puritanisme, c'est quelque chose d'encore pire. Oui, donc là, on est vraiment dans une sorte de sentiment, de phénomène de morbidité, voire presque de réflexe autosuicidaire, quoi. Mais d'une manière générale, les idéologies de libération sexuelle disons, et l'industrie pornographique sont les produits directs de l'obsession sexuelle puritaine, anti-sexe, paradoxalement. C'est évident, c'est la même chose. Hein. Alors, lié à ces questions, tu évoques aussi dans ton 7e chapitre la question de la prostitution. Hein. Oui. Nos auditeurs savent qu'il y a quelques temps, il y a très récemment, quelques députés UMP, je crois, ont mis cette question en tout cas, au goût du jour, dans le débat parlementaire ou le Sénat, je me souviens plus exactement. Donc, comme si c'était vraiment des questions fondamentales qui agitaient actuellement notre société, peut-être pour faire diversion. En plus, la majorité des députés UMP ont été clients un jour ou l'autre de ces dames. Oui, exactement. Toujours l'hypocrisie ambiante. Oui. Alors, quelle est toi de manière assez générale, donc ton approche de la sexualité, quelle devrait être de la sexualité, de la prostitution, pardon, quelle devrait être notre approche de la prostitution dans une société digne, dans une société normée, dans une société rééquilibrée? Mise en régie de l'UPANAR, je dis pas l'UPANAR d'État, mise en régie de l'UPANAR, avec contrôle prophylactique, alignement du statut des prostituées sur... je dirais sur les professions commerciales classiques, c'est-à-dire un fixe et un intéressement par client, la profession de la restauration par exemple. Recrutement de filles qui aient une carte de travail. Donc prise en charge pas par l'État, mais par les communes. C'est beaucoup mieux qu'elle soit par les communes, les grandes communes, de la prostitution. Mais encadré, ça se fait. En fait, mais de manière subreptice, parce qu'on ne peut pas l'éviter. Exemple, hier, je vais à Rennes, chez mon éditeur, pour faire des dédicaces, et j'ai décliné parce que ça coûte extrêmement cher. Il y a à Rennes 8 bars à filles, qui sont des bordels en réalité. Ça s'appelle bar à filles, mais en réalité c'est des bordels, mais la police tolère plus ou moins, ça ferme un jour, ça ferme 2 jours. Mais c'est pas normal parce que c'est trop cher. Donc mieux faudrait des vrais bordels, où le type des petites classes moyennes peut y aller en payant pas trop cher, où les filles sont très bien traitées. Mieux vaudrait ça. D'ailleurs, ça serait terrifiant pour l'industrie pornographique, parce que les types préféraient aller là, où ça leur coûterait 50 ou 50 euros dans les conditions normales, où la fille serait tout à fait protégée, elle n'aurait pas de affaires par jour, pas plus. Moi, je suis pour cette situation qui existait dans les années 30 et qui était très bien gérée. Et qui était très très bien géré. Bon, à mon avis, c'est le retour à cette situation qu'il faut. Et deuxièmement, ce qu'il faut aussi, c'est être extrêmement dur sur toute cette prostitution d'étrangères qui arrivent sans aucun contrôle, de Roumanie, d'Afrique, etc. Tu demandes une véritable régulation, toi. Une véritable régulation. La reconnaissance comme un fait, oui, une reconnaissance irrédicable, mais une régulation de la prostitution. Alors, dans l'histoire, quand tu vois l'histoire de France, je suis pas historien, tu l'es, mais quand tu vois dans l'histoire de France, il y a eu toujours cette espèce de passage entre les trois: répression totale qui échoue, régulation, ou laxisme, comme en Belgique ou en Espagne, on laisse faire, on n'applique pas les lois, c'est interdit, mais on s'en fiche, on laisse faire. Moi, je suis pour une régulation. Voilà. Toute approche moralisatrice. Un établissement doit bien traiter ses filles, bien les payer, ne pas trop les faire travailler, comme une fille qui est serveuse dans un restaurant. Exactement pareil. Elle est serveuse dans un restaurant. Alors là, on est sur, je dirais, presque une prostitution, entre guillemets, traditionnelle. Oui, la prostituée. Bon, mais on assiste à une explosion de la prostitution, même d'enfants. On sait très bien que à la frontière germano-tchèque, il y a des choses abominables qui se passent. Voilà. Là, il faut. Là, par contre, sans parler des coutumes de notre oligarchie. Oui, bien sûr. Non, mais on va la pédophilie, etc. Oui, la pédophilie, etc. Prostitution de mineurs, prostitution même masculine, est quelque chose de très bizarre. Bon, etc. Là, il faut être impitoyable, évidemment. Mais tu ne peux être impitoyable. Moi, je crois pas du tout à l'organisation et une répression. Il faut que les peines prévues soient vraiment dissuasives pour ce genre de choses. Vraiment dissuasives, mais très dissuasives. 30 ans ferme.
Voilà. Autrement, ça peut pas marcher, je veux dire. Mais c'est Dans le cas de la pédophilie, on peut même aller un peu plus loin, je pense. Oui, mais alors le problème de la pédophilie, c'est qu'on a l'impression, parce qu'on connaît pas, et c'est dit que c'est très très fermé. C'est très fermé. Que dans les années 60, il y a des auteurs, Gabriel Maznev, Cohn-Bendit. Le Marine Le Pen a levé le lièvre Mitterrand dans son livre La mauvaise vie. C'était avec des hommes de 40 ans, dit-il, c'est ça. Oui. En Thaïlande, avec des hommes de 40 ans, oui, bien sûr. Bien sûr. Jusque dans les années 80, la pédophilie était considérée comme quelque chose qui allait de pair avec la libération sexuelle. C'est-à-dire, il n'y a pas de raison que ces petits garçons de 13 ans, ils ne connaissent pas les plaisirs de l'amour. Jacques Lang avait signé. Jacques Lang, on connaît les articles de Libé aujourd'hui. Voilà. Mais aujourd'hui, la pédophilie, alors, on s'interroge beaucoup. Alors, il y a des cellules de gendarmes sur Internet qui vont débusquer les gens qui stockent des films pédophiles. Mais simplement, ça passe de temps en temps que tu as des énormes affaires qui impliquent des curés, qui impliquent des éducateurs, des colonies de vacances. Des politiciens, des magistrats. C'est complètement étouffé. Ouais. Alors que le pauvre type qui sur son ordinateur... Émile Louis, tous ces gens se retrouvent toujours tout seuls dans le box des accusés. Voilà. Pour Émile Louis, je rappelle quand même qu'il y a un gendarme qui avait enquêté sur cette affaire-là, qui avait levé d'énormes choses et qui a été suicidé. Dont la fille s'est battue pendant une dizaine d'années pour faire reconnaître qu'il avait quand même été suicidé de 2 balles dans la tête, ce qui est toujours très difficile. Surtout un fusil de face et un pistolet de côté. Ah oui, et donc, elle a mis pratiquement 13 ans à faire reconnaître que la thèse du suicide était invalide pour ce gendarme à la retraite qui avait enquêté sur les réseaux pédophiles de Lyon, qui impliquait énormément de gens, puisque Émile Louis, en fait, n'est qu'un fournisseur. Consommateur, certes, mais il fournissait beaucoup. Oui, et ça, rien, plus rien. Il n'y aura plus rien là-dessus. On ne verra jamais la couleur des vrais responsables. Non, alors qu'on traque beaucoup, c'est ceux qui regardent sur le net, qui téléchargent des photos, en fait, des photos pédophiles, des photos d'enfants à poil, etc. Quoi, voilà. Bien, donc, dans ton 8e chapitre, Guillaume, tu reviens sur la question du sexe et origine. Enfin, pour le dire clairement, donc, le lien profond qui existe entre, justement, la thématique de la sexualité et puis la question du métissage, qui est devenue aujourd'hui laïque, obligatoire, une véritable idéologie néo-totalitaire d'État, comme tu la qualifies. C'est les mêmes thèses que j'ai développées dans mes autres livres. Voilà, en fait, là, tu reprends un petit peu des thèses que tu avais développées dans la cognition de l'Europe, esquissées dans l'archéofuturisme, même avant, déjà de la fin des années 80. Il y a un ethnomasochisme des Européens vis-à-vis d'eux-mêmes, très globalement. Il y a un phénomène de colonisation ethnique de l'Europe. Et ces deux phénomènes, conjointement, provoquent un certain nombre de pathologies. Donc, justement, cet ethnomasochisme, l'apologie généralisée du métis, et qui a commencé depuis très longtemps, du couple mixte, du couple domino, surtout si l'homme est un homme de couleur, etc. Ça, c'est des choses qu'on connaît bien, mais il fallait que je le rappelle, et qui sont relayées en plus par la publicité, par énormément de choses, avec des transmissions, avec des paradoxes tout à fait extraordinaires. Par exemple, tu prends Internet. J'ai un ami qui a une maison en Afrique, il me disait les femmes européennes viennent prendre des amants en Afrique, et alors que les jeunes africaines essaient d'avoir un mari européen parce qu'ils sont plus sympas, ils réussissent mieux, etc. Donc on a des phénomènes, mais il y a quand même des choses assez graves. Tu évoques aussi les différentes formes de sexualité selon les peuples, selon les ethnies, absolument. Et qui peuvent aussi expliquer l'attrait, par exemple, pour les hommes blancs, alors il y a d'abord une différence de sexualité nord-africaine. Alors il y a aussi une perception, il y a un snobisme du métissage chez les jeunes filles blanches, et une perception d'une survirilité, qui est aussi une animalisation d'ailleurs, entre parenthèses. Qui pour toi est largement fantasmée. Qui est largement fantasmée, mais qui correspond aussi à une divirilisation objective des jeunes européens, notamment dans les préaux d'école. Quand tu vois leur look qui sortent, donc tu comprends tout de suite, quoi. Alors que les autres sont beaucoup plus virils, ont les cheveux courts, etc. Ça attire les filles. Ils sont très violents, très brutaux, et ça marche jamais. Mais non, mais surtout, le gros phénomène, c'est qu'il y a une différence fondamentale de sexualité entre les peuples. C'est-à-dire, c'est des différences physiologiques. Les pratiques sexuelles, les pratiques érotiques, la conception de l'érotisme, de l'attraction sexuelle. La conception de l'érotisme, et l'érotisme, c'est quelque chose de essentiellement européen, indien, iranien, asiatique chinois, aussi, japonais, mais c'est pas africain. C'est un peu arabe, mais c'était plutôt persan d'ailleurs. Mais actuellement, pour les Noirs et les Arabes, leur sexualité, leur érotisme n'est pas le même. Je dis pas qu'il est inférieur, je dis il est pas du tout le même. Différent. Il est différent. Il n'y a pas de conception
réel de la famille. Quand tu passes aux États-Unis, ça fait maintenant 10 générations qu'il y a des Noirs aux États-Unis. Bien, la majorité des hommes noirs délaissent leurs enfants. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours dans leur cerveau cette notion de la famille tribale où c'est pas papa, maman qui élève les enfants, mais c'est la tribu qui élève les enfants. Donc ils laissent à la femme le soin de l'enfant. Et c'est des gens qui sont souvent dans la bourgeoisie, ça fait 10 générations qui sont là. Pourquoi il y a des donc c'est pas culturel. C'est de l'inné, quoi. Deuxièmement, d'ailleurs, il y a aussi une reproduction, puisque les femmes se groupent dans les banlieues noires pour élever les enfants. Oui, elles se regroupent pour élever les enfants. Alors, tu as également un autre phénomène, qui est une chose qu'on ignore beaucoup, mais moi, ça m'a été dit par le docteur, je sais plus, que j'étais gros Philippe Aquet, je faisais une enquête là-dessus, parce que j'ai fait des cours de sexologie quand même à l'époque. Oui, à l'université de Besançon, voilà. Dans les années 80. Il me disait, mais vous savez, les femmes noires, elles n'ont pas un cycle de gestation de 9 mois, hein. C'est de 8 mois et 15 jours, 8 mois et 3 semaines. Ça, tout le médecin le savent, mais chut, il faut pas en parler. Oui, ce qui fait que tu as beaucoup de femmes... C'est vrai que les races n'existent pas. Les races n'existent pas, le racisme existe, mais... Si, sur Internet, sur les sites pornographiques, il y a marqué « sexe entre races ». J'ai repéré ça, avant de préparer l'émission, j'ai repéré cette... J'ai vu ça, j'ai vu marqué « sexe entre races » et j'ai dit... Alors, j'ai vu répéter sur plusieurs supports et j'ai dit « mais... » Où sont les féministes? Où sont les antiracistes? Il y a marqué sexe entre races. Alors, on peut cliquer sur des onglets, les rousses, les noirs, les beurettes. Tout est catégorisé, c'est extraordinaire. Mais la société l'interdit, c'est assez drôle. Par contre, là, on peut consommer. Hein. C'est comme des fromages, quoi. Il y a tel type de fromage, il y a le boursin, il y a le truc. C'est vrai, non. Rousse, métisse, beurette aussi, latinos. Oui, latinos. Alors, Guillaume, pour revenir un petit peu à ton ouvrage, dans les avant-derniers chapitres, tu reviens sur les responsabilités des grands monothéismes dans justement ces pathologies sexuelles et leur accomplissement et leur déclinaison. Tu parles donc de l'islam et la sexualité, mais aussi du christianisme, la sexualité. Alors, pour le christianisme, je me suis inspiré d'André Lama quand même, qui a fait des études assez intéressantes là-dessus. Il faut lire ce qu'écrit Saint Augustin sur les femmes. C'est 10 fois ce qu'écrit Ahmadinejad, ce que pourrait dire un imam iranien, je veux dire. C'est le christianisme qui était la seule religion, il faut quand même le savoir, dans son catéchisme, je veux dire, à avoir une attitude si fermée sur la sexualité. D'abord, célibat obligatoire, chasteté obligatoire, interdiction de l'orgasme, sauf l'orgasme reproductif dans le couple. Globalement, dans le christianisme, la chasteté est supérieure est un état supérieur au sexe. Alors, ils appellent ça une vertu théologale. Mais il y a une contradiction dans les termes, moi qui suis aristotélicien. Si Dieu nous a donné des organes sexuels pour nous reproduire avec la possibilité d'en jouir, Dieu s'est trompé ou alors c'est un méchant tentateur qui nous interdit d'en jouir. C'est le péché nécessaire, mais comment ça se fait qu'il nous a mis ces organes? Donc il s'est trompé. Il y a un gros problème théologique là qui se pose. Évidemment qu'il y a ce problème théologique à la base de la morale sexuelle canonique de l'Église. Alors comme l'a montré le roi Ladurie dans Montaillou, village occitan, la morale sexuelle de l'Église a toujours échoué, même auprès des clercs eux-mêmes, ça a toujours échoué. Il y a concubinage notoire, pendant des siècles. On parle de la bonne du curé. Oui, mais non seulement la bonne du curé, mais actuellement, il faut savoir que un prêtre sur, je ne sais plus combien, mais c'est assez important, vit en concubinage officiel avec une femme. Sans parler des perversions et des dévoiements. Des perversions et des dévoiements. Mais maintenant, l'Église n'étant plus ce qu'elle était, on peut quand même dire que le christianisme de manière globale, pas seulement le catholicisme, mais surtout le christianisme de manière globale, a préparé en Occident tout ce qu'on connaît aujourd'hui par une vision de la sexualité qui est une vision pathologique. On s'inscrit toujours là dans le cadre d'une vision du monde, au-delà de la foi en elle-même, de ces on est là dans le péché de la chair. Religieuse, là. Exactement. Dans le péché de la chair, avec des contradictions totales, parce que ils ont réintroduit, à partir de la Renaissance, on a réintroduit la représentation du corps humain nu. Que les Romains pratiquaient en permanence, vous dire et au Moyen-Âge qui avait été interdite, mais on l'a réintroduit jusqu'à dans l'art sacré. Il y a des toiles d'art sacré qui sont très érotiques. Donc là il y a une ambiguïté tout à fait qui est importante, quoi. Oui, mais au Moyen-Âge, c'est une promiscuité qui était tolérée dans les bains publics, etc. Il y a eu des périodes, comme tu le disais tout à l'heure. On a ce sont des allers-retours, d'ailleurs. Voilà, exactement. L'âme européenne compose, en fait, finalement, avec ça. Oui, mais quand même,
se contraint. Mais dans toutes les civilisations, tu remarqueras, alors surtout dans les civilisations arabes, c'est très très marqué, extrêmement marqué, la présence du puritanisme. Par exemple, en Chine et au Japon, il y a du puritanisme. Il y a du puritanisme. En Chine, hein. Alors que, bon, on peut pas dire que la culture chinoise est connue de la même évolution monothéiste que la culture européenne. Il y a quand même quelque chose de... Il y a toujours un moment, où... selon les sphères sociales et les époques, des époques du puritanisme, ou des réflexes, des réactions de puritanisme. Dans toutes les civilisations. Même dans le monde musulman, il y a aussi, il y avait quand même des traités érotiques. Moi, je me souviens d'un traité érotique musulman assez connu, le Jardin parfumé, du cheikh Nefsaoui. C'est un érotisme différent, bien sûr, de l'érotisme européen, mais à la différence du christianisme, il y avait quand même des... Alors, actuellement, avec le fondamentalisme musulman, il y a une contradiction terrible qui est très explosive, c'est qu'il y a à la fois un retour d'un mouvement fondamentalisme sexuel, séparation des sexes, femmes voilées, qui n'a rien dit de musulmans, d'ailleurs, les femmes voilées, parce que c'est Saint Paul qui demandait, les musulmans ont demandé... Oui, c'était souvent des pratiques aussi ethniques qui étaient préexistantes à l'islam. Pré-islamique. Voilà. Mais en même temps, imagine-toi ces gens qui sont puritains dans leur discours, dans leur comportement. On refuse la même piscine qu'avec les filles, etc., qui sont toute la journée sur Internet pour les films porno. Donc là, il y a une contradiction énorme. Je veux dire. Il y a effectivement... Il y a effectivement ce retour qu'avait fait une journaliste qui avait failli se faire tabasser par un groupe de jeunes à Jeddah, en Arabie Saoudite, et qui pour apaiser les tensions, avait commencé à discuter avec les jeunes qui, au moment de lui dire de se couvrir, étaient en train de s'échanger par l'intermédiaire de leur téléphone portable de mini vidéos porno, mettant en scène des femmes occidentales qui se qui se dévoyaient complètement, mais à la vue de la jeune femme sortant du compound non vêtue correctement, ils étaient allés de leur geste puritain. C'est assez extraordinaire. C'était un mélange. C'est la contradiction instantanée, en fait. Oui, c'est ça. Au Caire, il y a eu des juifs qui ont été molestés aussi. Oui, bien sûr. Bon, mais avec des attouchements sexuels et des viols. Alors, comment s'appelle-t-il? Zola montre ça dans La faute de l'abbé Mouret. C'est-à-dire ce comportement pathologique et schizophrène dans lequel c'est un prêtre qui est fasciné, qui est obsédé qui est scandalisé par les femmes qui s'habillent de manière trop légère, mais qui se précipite sur elles pour les violer. En même temps, tu vois ce que je veux dire? Il y a un mélange chez les musulmans, puritains, tu le retrouves, ça. Il y a un besoin d'interdiction, il y a un besoin d'être horrifié, d'être scandalisé, d'être outré par le corps de la femme, par la femme qui est impure, etc. Et en même temps, il y a le besoin d'aller la violer, d'aller lui soulever les jupes. Je veux dire, il y a quelque chose de complètement pathologique. Et ça va de pair. Et ça, d'ailleurs, c'est la même chose. Hein. C'est puritanisme et obsession, c'est la même chose. Il y a toujours des couples explosifs donc, qui s'entretiennent les uns les autres, et puis surtout qui déclinent une pratique qui est à la base saine, qui est naturelle, qui est une certaine naturelle, de manière totalement déviante et pathologique. Mais d'ailleurs, pourquoi interdire, pourquoi être choqué par quelque chose de naturel? S'ils sont choqués, c'est bien qu'ils soient obsédés. Quand tu es choqué par quelque chose, c'est que tu es obsédé par cette chose, automatiquement. T'es pas choqué par le fait que tu aies des voitures qui roulent dans la rue. T'es pas obsédé par les voitures, tu dis, même si on a volé la tienne, mais c'est la même chose. C'est des gens qui sont choqués, donc obsédés. Alors justement, tu termines ton ouvrage en beauté. Outre le fait qu'il y a plusieurs annexes qui développent certains points qui ont déjà été abordés, tu termines ton ouvrage en revenant un petit peu sur quelque chose qui t'a toujours caractérisé dans ta sensibilité qu'on qualifie de postmoderne, donc à la fin des années 80, archéofuturiste depuis les années 2000. Donc la question relative à la nature humaine. En tant que telle, et surtout avec les développements qui peuvent résulter d'une certaine vision néo-aristotélicienne, telle que tu l'as définie désormais, de la nature humaine, ou polythéiste aussi, ne le cachons pas, les questions relatives donc à la capacité de l'homme d'influer sur son génome, de se modifier, de se transformer lui-même, donc les questions des biotechnologies, questions de la biopolitique, questions donc des manipulations génétiques. Alors d'abord, moi je parle du donne-nous un petit peu ton approche. Mon approche, c'est la critique de l'anthropocentrisme fixiste des grandes religions monothéisme. Si je prends le papa de ton papa, de ton papa, de ton papa, et que je remonte, pas beaucoup d'ailleurs, je remonte un certain nombre de générations, ça, il te ressemblera pas du tout.
il te ressemblera pas du tout. Ça sera un animal, autrement dit. C'est très, très probablement. Si je fais l'enfant, le fils de ton fils, 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 l'évolution naturelle, elle continue. Donc, il n'y a pas de fictisme de l'être humain. Nos descendants ne nous ressembleront pas comme nous ne ressemblons pas à nos ancêtres, physiquement, dans le cerveau, etc. Bon, ça c'est une première chose. Donc l'humanité n'est pas une donnée fixe. Non, là. l'humanité n'est pas une donnée fixe. L'humanité n'est pas une donnée fixe. Les races entre elles ne sont pas une donnée fixe. Elles peuvent rediverger, devenir non interfécondes. Comme elles peuvent disparaître aussi. Comme disait comme disait Héraclite, tout coule. L'être n'existe pas. Tout évolue. Toi, c'est ta sensibilité, la vision du devenir, quoi. Voilà. Absolument. C'est le devenir contre l'être. Alors ça, c'est une première problématique. La deuxième problématique, c'est que l'homme a la possibilité, de même qu'il a pu faire la charrue, prolongement de ses mains, de même qu'il a pu faire l'ordinateur, prolongement de ses capacités de calcul, d'accord ? De même, on fera un jour... Si la civilisation actuelle ne se casse pas la gueule d'un point de vue économique, il est très probable qu'on fera un jour... Alors, je décris tout ce qui commence à se faire, c'est pas moi qui l'invente. Hein. On fera un jour, l'homme se fera auto-évoluer, pour des raisons d'ailleurs souvent thérapeutiques. Voilà. Mais pour toi, il y a une inéluctabilité du phénomène. Une inéluctabilité du phénomène. Pour toi, rien ne pourra le freiner durablement. Deux exemples, ce qui s'est passé en Angleterre. Des lois, que ce soit des... Ce qui s'est passé l'année dernière en Angleterre. Ils ont réussi... Je vais vous donner deux exemples très intéressants. En Angleterre, ils ont réussi à faire des cellules souches à partir d'embryons pour pouvoir, tout simplement, on les a implantés dans un utérus de vache, 1% de vache, 90% d'hommes, oui, pour pouvoir guérir des maladies héréditaires chez l'homme. D'accord ? On a pris l'enveloppe d'un ovocyte d'une cellule de vache et on a mis à l'intérieur un génome humain. Et on a fait reproduire. Et ça a commencé à donner un fœtus. Interdiction absolue. L'Église catholique anglaise monte au créneau. On ne veut pas savoir ce que ça donne. C'est horrible. Donc il y avait une croissance en incubateur de cette chose, en quelque sorte, mais qui aurait certainement ressemblé à un homme avec quelques éléments génétiques d'une vache. Les Chinois ont fait pareil avec des lapins. Deuxième exemple très intéressant, l'incubateur. On y arrivera. L'incubateur, c'est l'utérus artificiel. Il n'y a plus de mère porteuse, la femme n'accouche pas, mais son enfant naît dans une couveuse, quoi. Et à partir de la deuxième ou troisième semaine. Troisième exemple intéressant, les spermatites. Les spermatites, ce sont des spermatozoïdes artificiels qui sont extraits de la moelle épinière, et de la haute moelle épinière. Ça permet de féconder des femmes et de donner des enfants avec ces femmes. Et ça permet notamment à deux femmes d'avoir des enfants, en sachant que ça sera automatiquement des femmes. Ça permet à deux femmes d'avoir des enfants. Donc, pour tout à l'heure, on parlait du féminisme. Là, la science donne la possibilité à deux femmes de se marier, avoir réellement des enfants, mais qui seront vraiment d'elles. Parce que ça sera une spermatite, ça sera né du cerveau des femmes, ça sera un spermatozoïde. Donc une cellule sexuelle reproductive. Il risque, selon toi, d'y avoir une faisabilité de ces phénomènes qui va constituer un défi. Qui va constituer un défi avec des réponses. Avec une volonté, soit une volonté purement thérapeutique, soit avec, si on a des États autoritaires et eugénistes, une volonté eugénique. C'est-à-dire fabriquer des êtres différents, que j'appelle des manipulats, c'est-à-dire des êtres qui pourront avoir des capacités différentes. S'ajoute à ça autre chose qui est très intéressant, c'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, les ordinateurs biologiques. C'est les ordinateurs qui sont plus au silicium, mais qui sont à base soit de choses chimiques, soit de cellules vivantes. Ces ordinateurs biologiques, ça ne sera pas des androïdes à la japonaise, ça sera autre chose. Mais ces ordinateurs biologiques, le problème qui se pose, et s'il y a de grands débats en ce moment aux États-Unis, savoir est-ce qu'ils seront conscients, est-ce qu'ils ne seront pas conscients, est-ce qu'ils seront conscients d'être conscients ou pas, on ne sait pas du tout. En fait, tu rejoins un petit peu les thèses de ce qui se qualifie de transhumaniste, et notamment ton ami italien Stefano Sottivage, qui est d'ailleurs une des figures du transhumanisme italien. Tu es conscient, toi, tu n'as jamais caché, si tu veux, ta sensibilité, on va dire titanique, si on reprend les catégories mises en avant par Junger, ton côté faustien, ton côté démiurgique. Tu es conscient que, ne serait-ce que par fidélité à l'esprit de l'européanité, il est quand même nécessaire que ces innovations éventuelles, potentielles, soient normées, soient équilibrées, soient maîtrisées. Tout doit être normé, division, n'oublions pas que l'hubris c'était l'un des on va dire un péché, mais en tout cas une faute capitale. Là-dessus, tu parlais des grandes religions, elles ont des réponses qui sont directes et abruptes, mais qui sont pas forcément d'ailleurs nécessairement négatives à certains points de vue. Là où nous te rejoignons, c'est qu'effectivement ça rejoint la vision des polythéismes européens, du fait que une vision non anthropocentrique des polythéismes européens, mais ça implique un principe de
responsabilité et de limites. Elles pourront pas. part. Oui, alors, il y a deux, ça pose deux problèmes que tu dis. D'abord, les grandes religions ne pourront pas éternellement dire non, 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 non à tout. Parce qu'au bout d'un moment, il y en a même qui disent il ne faut pas faire de prise de sang. Enfin, c'est les Mormons, je ne sais pas quoi aux États-Unis. Mais là, on est dans les extrêmes des monothéistes. Les grandes religions ne pourront pas dire éternellement à tout. Et deuxièmement, il faut faire une chose, même si tu normes, tu fais de la bioéthique, ce qu'on appelle, tu fais des normes de bioéthique. On ne pourra pas dire oui à tout non plus. Tu ne pourras pas dire oui à tout non plus, mais tu auras forcément des gens qui, pour des raisons essentiellement financières, vont faire quand même les choses. Tu auras le laboratoire qui ne vont pas obéir aux États. Hein. Là, ce sera le rôle de l'État régalien souverain de mettre le haut là, comme il le fait dans d'autres domaines. On peut quand même pas tout. Voilà, je veux dire, il n'y a pas une fatalité non plus de l'innovation technologique. On ne sait pas tout de même. Il n'y a pas une fatalité de l'innovation biotechnologique non plus. Non, c'est pas. L'être humain a son libre arbitre, il a aussi sa faculté d'intervention, pour peu qu'il s'en donne les capacités. Il y a trois axes qui sont intéressants, parce que c'est pas l'homme qui se fera auto-évoluer d'un point de vue phylogénétique, à mon avis. Ça se fera naturellement. Mais il y a trois choses intéressantes. C'est premièrement la guérison de certaines maladies géniques, les créations de cellules, souches, etc. Bon, à partir de cellules souches. Deuxièmement, la prolongation de l'espérance de vie. Mais troisièmement, il faut aussi voir une chose, c'est que quoi qu'on fasse, ces manipulations génétiques sont très chères et ne pourront pas concerner la masse énorme des gens. Ça ne pourra concerner qu'une élite, de toute façon. Toi, c'est vrai que dans ton essai, La condition de l'Europe, tu te plaisais à imaginer un État qui pourrait rétablir des équilibres démographiques sur ce modèle-là. Donc, des incubateurs, des sortes de... et avec de Lebensborn, moi j'allais dire. De Lebensborn. Allez, PGL. Ah, il faut le sortir un peu. Lebensborn archéofuturiste. C'est encore nos auditeurs qui vont se marrer avec ça, tiens. Oui, bon, il semble qu'on est des férus de science-fiction, de monde de cyberpunk. Nos camarades catholiques un peu moins, là, parce qu'on a... Je pense. On va avoir pas mal de courriers, je pense. De réactions, mais c'est le but un petit peu de l'émission. Et en plus, un eugénisme positif qui n'est pas un eugénisme qui part d'un principe de reproduction naturelle, mais de reproduction artificielle, donc est beaucoup plus rapide. Il s'agit de faire des manipulations génétiques sur les deux gamètes qui vont se rencontrer, et non pas de prendre... Non, la question de savoir, et ça d'ailleurs c'est une idée aussi qui était évoquée par Michel Drac dans son ouvrage sur le racisme, est-ce que c'est un eugénisme qui va uniquement servir les visées de l'oligarchie aujourd'hui, de l'oligarchie économico-financière, qui régit une bonne partie de la planète, ou c'est un eugénisme qui sera mis au service de la communauté populaire, la communauté du peuple. Oui, voilà, l'avenir répondra, mais c'est évident que... C'est marrant, mais je distribuerai pas les pourcentages de réussite des deux options. Quand on lit, c'est vrai, les grands gourous de notre oligarchie, que ce soit les Attali ou autres, dans son histoire de l'avenir, etc. Il y a de quoi s'inquiéter. Les anticipations sont très pessimistes sur le caractère populaire des avancées technologiques en matière de biotechnologie. Hein. C'est vraiment... Je crois que d'ailleurs, il est très stimulant de lire pas mal d'œuvres de science-fiction qui évoquent cette sensibilité à la science qu'on appelle cyberpunk. Je cherche le titre d'un ouvrage là, avec justement des gens qui démultiplient leur enveloppe charnelle sur plusieurs générations. Mais c'est réservé à une très fine élite. Non, l'eugénisme en réalité vise à deux choses essentielles. Hein. C'est à rendre... à faire vivre un peu plus longtemps, à éliminer les maladies jusqu'à l'âge de 70 ans, en gros. De toute façon, l'eugénisme avait bonne presse. Et deuxièmement, à améliorer les capacités cérébrales. L'eugénisme avait bonne presse dans la démocratie, dans les démocraties avancées, notamment social-démocrates de Scandinavie, avant la Seconde Guerre mondiale. Oui, bien sûr. C'était considéré comme ça. Et Alexis Carrel n'était pas un auteur honni. Non. Et aujourd'hui, complètement anatomisé, où on débaptise à tour de bras les rues qui portent son nom. Voilà, mais simplement, c'était un eugénisme qui était fondé sur une technique de vétérinaire. Oui. Donc, mais le problème, c'est que la vision était là, la vision génique alors que maintenant, on peut le faire in vitro, tu vois. Ça, des grosses différences. Voilà. Moi, je me souviens de ses réflexions sur la conduite de la vie, un ouvrage remarquable de Carrel, qui est aujourd'hui, ça le ferait passer 15 fois dans le système chambre, alors que c'était des réflexions de bon sens. D'ailleurs, je veux préciser pour nos auditeurs, pour revenir sur ton ouvrage en général, ce qui est vraiment intéressant dans ton ouvrage, outre tous les développements qu'on vient d'évoquer, ça affleure le bon sens. Ça affleure le bon sens, d'un style alerte, d'un style vivant, et puis surtout aussi une certaine expérience, des expériences du vécu aussi, ce qui souvent emporte l'adhésion. Après, on pourra critiquer tel ou tel petit aspect, parfois des redites, bien sûr des coquilles, etc., sur le plan de la forme, plus qu'autre chose, mais c'est un ouvrage qui vraiment affleure le bon sens, une sociologie de terrain. Après, en plus, c'est un ouvrage qui est destiné surtout à provoquer aussi le débat. Nous sommes conscients ici à Méridien Zéro que ça pourra choquer certains de nos auditeurs,
auditeurs, notamment ceux qui se reconnaissent dans un certain catholicisme, ou d'autres, bien sûr. Mais c'est un ouvrage qui, mais pour moi, je pense c'est important d'ailleurs qu'il puisse s'exprimer sur le blog à la suite de cette émission. Hein. Mais il a le mérite. On pourra justement trouver un invité qui viendra parler du point de vue de l'Église sur cette question de sexualité. La question du sexe comme ça, formulée, souvent ça provoque un petit peu le sourire, ça provoque ou la gêne. Alors qu'en fait, on s'aperçoit que c'est une approche qui nous permet d'aller au fond des choses, des processus qui sont en cours aujourd'hui. PGL au fond des choses. Franchement, il n'y a que vous, il n'y a pas que moi. Lord Tesla se marre derrière. Mais non, il se marre pas. Il se marre sur commande. Bon, il fallait bien en faire une. Hein. Exactement. On a été hyper sérieux là. Tout à fait, je tourne. On n'est pas totalement dévoyé à Méridien Zéro. On les rassure. En tout cas, vraiment, c'est un ouvrage qui est à lire. Moi, je le recommande fortement à nos auditeurs, et ça les renverra à des réalités qui malheureusement peuvent percevoir tous les jours dans leur quotidien. Merci beaucoup. Alors, on va repréciser tout de suite l'édition, les moyens de commander ou de se procurer l'ouvrage. Et son titre. Alors le titre, Sexe et dévoiement. Je précise pour les super fortiches en orthographe, c'est écrit V-O-I-E. Aux éditions du Lore, Lore, L-O-R-E, le Lore, c'est-à-dire la connaissance, c'est le terme germanique qui évoque la connaissance. Le camarade qui s'en occupe nous a donné, nous a donné toutes les coordonnées dans l'émission spéciale de Terre et Peuple. Hein. D'accord, mais je le rappelle quand même. Donc il y a un site sur lequel on peut commander l'ouvrage. Donc il s'agit de www.ladiffusiondulore, à un seul mot.fr. Pour la modique somme de 26 €, c'est quand même un ouvrage de plus de 300 pages, 376 pages. Et puis voilà, donc qui est bonne lecture pour les fêtes. Bonne lecture, ça se lit facilement en plus, c'est très agréable, c'est très entraînant. Autre chose, cher PGL, il vous reste 2 minutes avant les annonces légales. Je voulais signaler un ouvrage d'un grand ami de Guillaume Fay, qui fut aussi un de ses condisciples, Alain Benoît. Donc, Alain Benoît, non, sans rigoler. Non, c'était drôle, j'aimais bien la présentation. Oui, tout à fait. Donc Alain Benoît vient de sortir un ouvrage d'édition Crisis qui s'intitule Au bord du gouffre, la faillite annoncée du système de l'argent, et qui est un ouvrage à mettre entre toutes les mains, en fait. C'est un petit peu la crise expliquée pour les nuls. D'accord. Mais sans bien sûr dévaloriser l'ouvrage de Benoît, au contraire, c'est toujours très synthétique, très pertinent. Bon, il n'y a pas de surprise pour les lecteurs attentifs d'Éléments, hein. Ce sont des articles qui sont déjà été publiés dans 2 ou 3 numéros d'Éléments, surtout le dernier, qui sont repris, qui sont parfois légèrement augmentés, mais c'est une très très bonne synthèse qui permet un petit peu, notamment pour les béotiens comme moi en économie, et je pense de ne pas être le seul, de comprendre un petit peu quelle est la genèse de cette crise systémique et structurelle qui déchire le monde globalisé depuis déjà 3 ans, avec d'autres aspects qui sont abordés. Voilà. Donc l'ouvrage s'intitule, je le rappelle, Au bord du gouffre, la faillite annoncée du système de l'argent, aux éditions Crisis, pour la modique somme de 19 €. Très bien. Eh bien, vous avez fait le tour de vos sorties. Là. On va remercier Guillaume. Hein. Merci beaucoup, Guillaume. Je pense qu'on sera appelé à... D'autres projets éditoriaux, Guillaume, que tu voudrais nous annoncer? Eh bien justement, c'est ce que j'allais dire. On sera appelé à te revoir parce que je crois qu'il y en a d'autres. Là, je suis en train de préparer pour les élections un livre qui va s'appeler Mon programme, tout simplement. Excellent. Sortie prévue donc avant les élections, mais quand? On peut avoir un peu de scoop? Normalement, je dois rendre le manuscrit en février. Tu vas l'envoyer à tous les candidats? Non. Tu vas faire parvenir à tous les candidats? Oui. Non, c'est certains qui vont être un peu choqués, quoi. Pourquoi tout de suite? Mon programme, j'aime bien le titre, ça me rappelle plein de trucs. Enfin bref, on va s'arrêter là. Quoi? Mind Programme, c'est ça? Vous avez eu de très bons professeurs d'histoire, non? C'est ça? Non, je rigole. Non, en fait, c'est une excellente initiative qui, à mon avis, en fera rire ou pas, justement, plus d'un. Alors, quelques annonces avant de nous quitter. Je rappelle que Méridien Zéro est diffusé et supporté par la radio de nos camarades italiens, Radio Bandera. Vous savez qu'en ce moment, le jeune Zippo, militant italien, incarcéré indûment depuis très longtemps, d'ailleurs maintenant, c'est-à-dire plus de 10 jours, sur la seule foi de déclaration, pour le moins tendancieuse et perverse de membres
membre du Partido Democratico. Je vous laisse D'ailleurs, juger bon, du titre. Ça fait une abréviation assez drôle. Partido Democratico. Bref, donc le camarade Zippo est en prison. Vous pouvez le soutenir de deux manières, en envoyant des cartes postales, puisque il a été décidé par tous les camarades d'inonder le centre de rétention dans lequel il est de cartes postales et de lettres. Et vous pouvez également faire des dons par l'intermédiaire du numéro IBAN que vous trouverez sur le site Zentropa, que vous trouverez sur les sites italiens. Nous avons relayé pour notre part sur Méridien Zéro l'action de soutien par carte postale. Ça vous coûte très peu. Vous avez l'adresse sur notre blog. Vous vous envoyez une carte postale à Zippo Libero, et il en sera très content. Écrivez en français, en italien, en anglais, comme vous voulez. Zippo, Oui, Zippo, Z-I-P-P-O. Voilà, donc ça c'était l'annonce légale. Il est important de le soutenir, surtout qu'en ce moment, ça tangue beaucoup en Italie. Oui, je peux le confirmer d'ailleurs, j'en ai discuté avec Gabriele Dinolfi très récemment, depuis la nomination de Mario Monti, qui n'est pas autre chose que l'avoué de Goldman Sachs et un des valets, un des valets de l'oligarchie, avec ce coup d'État constitutionnel. On voit que l'étau se resserre autour des camarades italiens. Les libertés qui avaient été concédées par Berlusconi, en tout cas d'une certaine latitude, même avant, mais surtout sous Berlusconi, se rétrécissent comme une peau de chagrin. Et l'étau se resserre autour de la Casa Pound et de nos camarades. Donc, plus que jamais, soyons solidaires avec eux et soyons attentifs à tout ce qui peut se passer autrement, en dehors d'un côté ou de l'autre des Alpes. Je suis fatigué, c'est la fin. Oui, je vois ça, oui. Voilà, nous sommes en phase terminale. C'est normal, on n'est pas en phase terminale, mais en fin d'année. Voilà, d'ailleurs, comme nous sommes la dernière émission avant Noël, Yule. Oui, et Yule. Avant le je souhaite donc un très bon solstice, un God Yule à tous les camarades païens. Et je salue nos auditeurs chrétiens aussi en leur souhaitant un bon et joyeux et saint Noël. C'était le lieutenant Sturm à la barre de cette émission, Méridien Zéro, consacré à l'ouvrage de Guillaume Fay, Sexe et dévoiement. Je vous dis à très bientôt, bonne fête et surtout à l'abordage et pas de quartier. Bonsoir.